Bonjour à Bonjour tous. à tous et à Bonjour toutes. à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce premier web meeting organisé par le Club Tech et par l'Ordre des experts comptables Région Pays de Loire. Avant de débuter, ce qui vous serait possible de nous indiquer si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Vous disposez pour cela à droite de l'écran du chat et des questions pour nous indiquer si le son et l'image sont corrects. Merci à vous. Première réponse de Pascal Arzur, c'est parfait. OK. A priori, pour tous les premiers messages, ça a l'air OK. On va pouvoir commencer alors. Mickaël, est-ce que tu peux dire bonjour à tout le monde? Il y en a qui s'inquiètent qu'on ne t'entende pas. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier web meeting. Bon, dans l'ensemble, tous les messages que je vois, c'est le son et l'image sont OK. Donc, on va pouvoir démarrer car le temps est compté. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui te connaît, Mickaël. Il s'appelle Julien Gilles et il dit qu'il ne t'entend pas, que tu devrais mieux articuler. Ah, d'accord. Très bien. Je vais parler plus fort. Bon, il y en a C'est d'autres qui ça. m'entendent quand même. Écoute, pas de réaction supplémentaire. Ouais, tout le monde mec, c'est bon. Donc, on va démarrer puisque nous ne disposons que d'une heure et que le temps est compté sur un sujet qui va être vaste. Donc, je suis Gaëlle Mourad, expert comptable comme vous toutes et tous. Je vais vous accompagner dans ce web meeting. Je serai attentive à vos questions au niveau du chat. Et pour information, sachez que vous disposerez des supports en fin de webinaire et que vous pourrez aussi le regarder en replay puisqu'il sera enregistré. N'hésitez pas, encore une fois, à passer par le chat ou les questions dans l'onglet à droite. Donc, petit rappel sur le Club Tech, c'est le premier club numérique qui a été organisé en décembre dernier pour l'inauguration du Club Tech. Et ça poursuivait les actions qui avaient été initiées par les casse-croûtes numériques. Donc, l'idée, c'est de vous proposer à vous, experts comptables, mais aussi à vos collaborateurs, des événements sur l'axe des nouvelles technologies et des évolutions en stratégie numérique. Et aujourd'hui, c'est officiel, nous lançons le premier web meeting. Donc, les intervenants aujourd'hui, Alexandra Brasset-Sabin et Michael Joulin, experts comptables, que je vais laisser se présenter. Et puis ensuite interviendra Justine Lavarenne, qui est en charge de l'intelligence client chez Agicap et qui vous expliquera comment nous en sommes venus à vous proposer ce web meeting sur le télétravail construit plutôt que le télétravail subi. Alexandra et Michael, je vous laisse vous présenter. Merci Gaëlle, bonjour à toutes et à tous. Donc Alexandra Brasset-Sabin, donc moi je suis élue à l'Ordre des experts comptables, je suis expert comptable sur Nantes et présidente de la commission numérique au CRO des Pays de Loire. Donc bienvenue dans ce cadre de ce premier web meeting sur télétravail pour passer d'un télétravail subi, ou peut-être pas, à un télétravail construit. Michael Joulin, expert comptable sur Angers. Donc, je suis présent donc au niveau de la commission transition numérique en tant que professionnel qualifié au niveau de l'ordre des experts comptables. Donc effectivement, ça fait plusieurs années au niveau de la commission de transition numérique qu'on essaye de développer des supports et des formats pour justement sensibiliser la profession des experts comptables à tous les sujets qui touchent le numérique. Justine, à ton tour. Oui, alors du coup, Justine Lavarenne, en effet, je travaille chez Agicap. Alors je sais, enfin, on va peut-être vous expliquer juste après comment on en est venu à se connaître avec Gaëlle. Mais du coup, je m'occupe d'une communauté qui s'appelle Cash is King chez Agicap. Et Agicap, c'est un logiciel de gestion de trésorerie dont on vous parlera brièvement. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ce cadre et de tout ce nouveau contexte sur ce télétravail construit. Merci à tous. Donc effectivement, on va pouvoir présenter ce sujet puisqu'avec Justine, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de Cash is King, qui est un groupe de discussion qui s'est constitué pendant le confinement en fait.
qui est là pour répondre à plusieurs questions. Enfin, il n'y a pas que le domaine du télétravail, il y a un peu tous les domaines. Au départ, c'était surtout les aides disponibles suite à la crise sanitaire. Et puis, en fait, maintenant, c'est devenu un endroit où tous les dirigeants, chefs d'entreprise et autres peuvent se retrouver pour échanger sur les bonnes pratiques, les bons outils, se questionner sur des méthodes à mettre en place. Et c'est animé, en fait, par Justine Lavarenne et puis d'autres personnes de la société Agicap. Et dans ce cadre, elle a suggéré qu'on fasse un groupe de travail sur le télétravail. Nous nous sommes retrouvés, de tête, on était 7-8 personnes. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Justine? Oui, c'est ça, on était 7, ouais. Et ça a conduit à la rédaction d'un livre blanc sur le télétravail. Et lorsque nous avons envisagé au CRO de faire un web meeting pour le Club Tech, j'ai tout de suite pensé à ce livre blanc et au fait d'évoquer le télétravail tous ensemble par rapport aux pratiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre suite à cette crise sanitaire. Du coup, Justine, je te laisse reprendre la main. Oui, bien sûr. Alors, on va commencer du coup par vous présenter un petit peu le cadre du télétravail et justement une synthèse de ce livre blanc auquel vous aurez bien sûr accès si vous voulez aller plus loin. Ensuite, on va partager des expériences et bonnes pratiques plus au niveau expert comptable avec Alexandra, Mickaël et évidemment Gaël. Et ensuite, les questions-réponses. Alors, il faut savoir qu'il y a des questions qui ont été posées en amont au moment d'inscription. Donc, notamment celle-ci qu'on vous a mis en bas et on a mis les autres au cours de la présentation. Faut-il y avoir recours et si oui, comment au télétravail? Vaste question, donc on va essayer d'y répondre pendant cette heure justement et le temps qui nous reste. Et on espère qu'à la fin, la réponse sera satisfaisante et assez complète. Ou en tout cas, c'est notre but là, c'est au moins de donner des pistes de réflexion pour la suite. Voilà. Mais vous aurez donc ce temps aussi de questions-réponses pour des questions spontanées et en live et non pas sur cette préparation en amont uniquement. Donc du coup, rapidement, comme disait Gaël, Kashiskin, une communauté autour de la gestion de trésorerie et la gestion d'entreprise avec des experts comptables, mais aussi des chefs d'entreprise et des directeurs financiers. Et Agicap, donc un logiciel de gestion de trésorerie qui automatise le suivi de trésorerie et du coup pour lequel on a l'occasion de travailler notamment avec des experts comptables et surtout beaucoup de PME et TPE. Le sujet donc d'aujourd'hui, c'est plutôt le télétravail. Donc sur le télétravail, on va vous faire un rappel rapide sur ce qui se passait avant le confinement. Donc en fait, avant le confinement, on était plutôt à 7% des travailleurs qui télétravaillaient en 2017, dont 3% seulement de façon récurrente. Donc c'était assez peu répandu et de façon relativement inégale, c'est-à-dire que c'était 61% des cadres, en fonction des régions, donc les régions les plus denses, on avait 3,9% de télétravailleurs par rapport à 1,2% dans les zones moins urbaines. Donc vraiment une répartition assez inégale. 50% qui étaient faits sans cadre juridique, même si on constatait déjà entre 2017 et 2018 une forte accélération du nombre d'accords d'entreprise faits pour le télétravail, qui était passé déjà de 500 à 700 par an. Donc, on voit que c'était déjà une tendance qui s'accélérait et qui a été accélérée de façon subite et contrainte pendant le confinement. Pendant le confinement, on a atteint 24% des travailleurs, des personnes qui télétravaillaient, 58% qui étaient des nouveaux télétravailleurs, donc qui n'avaient jamais eu l'occasion d'en faire et qui ont été contraints du coup de le faire subitement au cours de ce confinement. On a du coup Muriel Pénicaud qui estime que 60% des emplois y étaient éligibles et ça a mis en lumière de nombreux risques liés au télétravail, à savoir que 32% des télétravailleurs ont trouvé qu'ils travaillaient plus, donc il y a des risques de burn-out. 30% des gens ont eu l'impression aussi d'avoir leur santé psychologique dégradée. Donc le problème, c'est qu'il faut vraiment séparer les deux sujets. Le télétravail pendant le confinement, qui était un télétravail pendant dans des circonstances exceptionnelles, et le télétravail dont là, on veut vous parler, justement, qui est un télétravail qui est subi par personne et dont on essaie de tirer le plus de valeur aussi. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même eu
de la découverte de nombreux avantages dont on va vous parler juste après pendant cette période, et aussi du fait que finalement la productivité avait été plutôt maintenue, et ce qui avait été une agréable surprise pour toute une partie de la population aussi qui était assez réticente à ce télétravail. Vous pouvez peut-être, du coup, Michael et Alexandra, nous parler un petit peu, vous, de votre expérience pendant cette période-là, confinement, pré-confinement. Oui, nous, de notre côté, en fait, au niveau, par exemple, du cabinet, le télétravail était déjà en place, alors pas sur l'ensemble des services avant le confinement, mais était déjà un sujet qui était en place en interne. Après, le confinement est vraiment une période plutôt de home office que de télétravail à proprement parler, parce que là, c'était du 100%. S'il y a une difficulté qui en est relevée, c'est surtout le management à distance et effectivement être dans le suivi de la santé, du suivi des dossiers, etc. Donc, c'est plutôt ça. Et effectivement, le télétravail qui est à construire ou à mettre en place demain est un télétravail qui doit prendre en considération ces 2 points pour faire en sorte que ce soit aussi un choix des salariés et que ce ne soit pas quelque chose qui soit imposé comme l'a été la période qu'on a pu connaître, quoi. Le télétravail, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, qui rentre de plus en plus dans les mœurs. On le voit même quand on suit toutes les tendances au niveau de la qualité de vie au travail. C'est vraiment sur ces groupes de réflexion qui sont menés, et notamment par les experts comptables, ça a été le sujet de prédilection aussi bien en 2019 qu'en 2018, c'est-à-dire la mise en place du télétravail. Et donc, on voit bien que c'est un sujet qui est très présent et à la fois sur lesquels les gens ont un petit peu de mal à plonger dedans. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'au sein du cabinet, on l'avait mis en place depuis quelques temps. Et assez curieusement, c'est un sujet qui est, enfin, c'est un procédé qui est assez peu saisi par les équipes et les salariés, parce que quand c'est sur la base du volontariat. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait de l'isolement. Il y a le fait aussi de se dire est-ce que je vais réussir à faire toutes les tâches et est-ce qu'on va le voir? Il y a une histoire aussi de reconnaissance du travail qui est fait. Et le fait aussi de se dire on n'a pas le même confort et chez soi que au bureau on a tous les outils et effectivement toute le management que l'on perd en partie, enfin en tout cas la qualité du management, parce qu'on passe à côté effectivement des éléments non verbaux de la communication. Et c'est vrai que c'était en place, mais ça a été assez peu utilisé jusqu'avant le confinement. Très bien. Du coup, comme vous l'a mis Justine dans le chat, pour savoir où vous en étiez, nos interlocuteurs par webcam interposée, il y a un petit sondage qui est en cours actuellement dans le 3e onglet à droite, à côté du chat et des questions, pour connaître un peu plus vos profils en fait, et puis peut-être plus nous adapter sur la suite du web meeting sur la population qui nous regarde. Super. Du coup, par rapport aux tendances, donc ça, comme on disait, ça a été assez révélateur de certaines envies aussi. Déjà, les mesures sanitaires post-reprise sont très lourdes, donc ça a poussé aussi à maintenir un peu le télétravail dans une certaine mesure. Ensuite, c'est aussi des nouvelles envies du côté des télétravailleurs. 73% selon un sondage souhaitent le pratiquer régulièrement désormais, et 79% sont même prêts à abandonner leur bureau attitré pour avoir un télétravail régulier. Ce que vous avez sur la droite, c'est un sondage fait sur LinkedIn. Ce qu'on voit, c'est que moins de 3% des gens disaient qu'ils ne voulaient faire aucun jour en télétravail. Et par contre, tous les autres étaient plutôt sur du moitié de la semaine, un jour par semaine, etc. Donc, on a vraiment une tendance de fond sur les gens qui s'ouvrent vraiment à ces pratiques-là. Et également, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des premiers impacts visibles justement sur les locaux, avec des baisses de ventes de locaux, notamment au niveau de la défense, 3 fois moins de pré-booking sur des nouveaux locaux. Donc, c'est une tendance de fond. Et du coup, l'idée, c'est d'accompagner justement ces démarches. Maintenant que, comme disait Michael, ça rentre vraiment dans les mœurs, on en parle de plus en plus. Là, ça a été un bon test, même s'il est, un test imparfait, mais un test imposé, qui permet du coup de voir les choses, ou en tout cas de se dire qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses.
Parmi les avantages, donc je vais aller assez rapidement, mais on avait une question, c'était quelle peut être la vraie motivation pour le télétravail. Donc en effet, il y a une question de gain de temps, notamment dans les transports, de responsabilisation et d'autonomie. Donc ça va être des avantages pour les collaborateurs et employeurs. Côté employeur, il va y avoir évidemment des impacts d'économie sur les locaux, une meilleure productivité éventuelle des collaborateurs, si c'est bien encadré, bien mis, et des recrutements sans contraintes géographiques dans certaines professions où ça peut être une tension en tout cas sur les recrutements qui peuvent être faits. Côté collaborateur, c'est évidemment de la flexibilité dans son organisation, mais aussi du calme et du confort en fonction justement des conditions de travail qu'on peut fournir aussi aux collaborateurs. On peut avoir un confort qui est supérieur chez soi tant qu'on a un lieu bien dédié et une liberté de choix aussi du lieu de vie éventuel. Les impacts, du coup, ils sont à la fois financiers et organisationnels. Donc, financiers, j'en parlais sur les économies, sur les locaux et les frais liés, donc tout ce qui va être énergie et autres. Évidemment, il y a un impact, par contre, qui va être de devoir équiper et s'assurer que tous les collaborateurs sont bien équipés. Des questions sur les frais de déplacement. Quelle va être, par exemple, la définition du lieu de départ, des frais de déplacement à chaque fois que vous vous rendez justement en clientèle. Des questions d'alignement de grille salariale. Donc, comme je disais, en fonction du lieu de vie, on peut aussi aligner le salaire sur le lieu de vie de la personne plutôt que le lieu du cabinet. Des événements, par contre, de cohésion et frais associés qui vont être en hausse parce que pour maintenir la culture d'entreprise et fédérer, justement, c'est important d'avoir ces moments de rencontre. Donc, ça veut dire que il faut les mettre en place et c'est plus tous les lundis au bureau. Et par contre, une baisse du turnover et de l'absentéisme qui représente un coût non négligeable. Le recrutement, c'est toujours compliqué. Et c'est toujours des impacts financiers comme organisationnels. Pour l'organisationnel, justement. Ah, je crois qu'on a perdu Justine. Du coup, je vais prendre la suite le temps qu'elle se reconnecte. Pour l'impact organisationnel, l'important, c'est bien évidemment de mettre en place un cadre. On verra qu'il peut être soit individuel, soit collectif. Sur ces sujets un peu plus juridiques, peut-être qu'on pourra pas tout aborder aujourd'hui et qu'il sera toujours temps de faire un autre web meeting sur le côté un peu plus juridique de la mise en place du télétravail. Ça implique aussi de revoir les process de bout en bout. On ne peut pas implanter le télétravail sans repenser à l'organisation, en particulier chez nous, experts comptables, avec tous les processus qu'on connaît de délégation, supervision, contrôle, qui impliquent d'avoir les outils nécessaires même à distance. En termes de recrutement, c'est pareil. Lors de la réalisation de ce livre blanc dans le cadre de Cash is King, on a évoqué le fait que les recrutements à distance, c'était quand même toute une autre façon de fonctionner que du recrutement en face à face, en physique. La suite, c'est l'intégration dans les équipes. Lorsqu'on fait du 100% télétravail, comme dans certaines entreprises, se pose le problème de l'intégration des salariés à une équipe existante. Et du coup, il faut bien y penser. Et puis, du coup, ce que j'évoquais tout de suite, que cette organisation opérationnelle quotidienne et le management, c'est hyper impactant dans nos métiers, puisque la supervision étant des éléments indispensables dans notre profession. Justine est revenue et va pouvoir prendre la suite. Je suis désolée pour ce petit problème de connexion. Donc, du coup, là, ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'était une certaine typologie donc, des différentes personnes. Donc là, une des questions, c'était un télétravail total est-il possible? Alors, ça va s'appliquer évidemment à chaque type d'activité, mais il y a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent 100% en télétravail. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de bureau dédié. Tous les salariés sont en télétravail. Ça va être le cas, par exemple, de l'entreprise Zapier ou alors aussi de certaines équipes chez Hitch. Donc, Hitch qui est un concurrent français de Uber. Également, nous, on avait rencontré BAPI et Speech, qui étaient du coup participants au livre blanc et qui pensaient à une partie, enfin en tout cas qui avaient des salariés dans le cas de BAPI en télétravail à 100% du temps et qui revenaient juste occasionnellement donc pour quand même rencontrer les équipes. Et Speech aussi qui se débarrassait donc de ces locaux et passait du coup en location ponctuelle uniquement de lieux de coworking. Et ce qui nous amène aussi au
travail nomade. Donc là, ça va être le cas d'Axonome. Gaëlle, tu pourras nous en parler mieux. Mais l'idée, c'est de pas forcément avoir de bureau, mais plutôt d'être en coworking pour des rencontres ponctuelles, ne pas avoir du coup de bureau Exactement. Privilégier le déplacement chez le client, ce qui, je pense, est bénéfique quand c'est possible parce que ça permet plus de proximité et de développer plus de conseils en étant sur place. Et le côté coworking, ça c'est valable et pour les salariés qui n'auraient pas d'espace dédié chez eux et pour les rencontres occasionnelles de toute l'équipe en fait, sans avoir de bureau fixe sur lequel se retrouver. Le modèle qu'on va trouver, le 100% présentiel, je ne vais pas le détailler parce que je pense que vous l'avez tous en tête. On a aussi beaucoup de télétravail occasionnel ou régulier. Donc, en fonction des profils, on va avoir des équipes entières qui auront accès au télétravail, mais pas du tout 100% du temps. Donc, ça peut être limité à 50%, etc. Donc là, c'est vraiment, ça dépend de où on place le curseur. Ça va être le cas de Orange, d'autres équipes de chez Itch, de 365 Talents, de Sopra, du coup, en conseil. Donc vraiment, l'idée, c'est de proposer un cadre qui permet du télétravail, mais qui ne soit qui ne soit pas total ou uniquement exceptionnel. Donc, pour répondre à la question, oui, le télétravail total est tout à fait possible. Maintenant, il faut voir si ça s'adapte bien à l'activité. Et comme disait Gaëlle, après, la notion de contact avec le client paraît essentielle dans la profession. Quel cadre se donner? Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a en effet une notion de curseur aussi à placer. C'est à quel type de contrat on va accorder cela. Donc, typiquement, est-ce que ça va être uniquement des CDI? Sur la notion d'ancienneté, est-ce que c'est à la fin d'une période d'essai ou aussi sur des critères qui sont plus subjectifs, c'est-à-dire que le manager peut décider si oui ou non la personne est apte à faire du télétravail. Et ça peut être vrai pour un test et finalement, on peut revenir en arrière aussi. Il y a une notion vraiment d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a une ancienneté qui peut être vraiment chiffrée, mais aussi une notion d'autonomie de est-ce que la personne est capable. Pour des juniors, le télétravail, et on l'a vu pendant le confinement, peut être source d'angoisse. Ils n'osent pas poser les questions, ils ont du mal du coup à se former, c'est beaucoup plus difficile pour eux de se former comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion de est-ce qu'on est autonome, est-ce qu'on est capable de faire son activité en étant en télétravail, en étant éloigné. Il y a aussi une question sur les jours éligibles. Certaines entreprises limitent et interdisent le lundi et le vendredi pour éviter les longs week-ends. D'autres le mercredi, parce qu'il faut faire très attention à ne pas confondre télétravail et garde d'enfants. Et ça, pour le collaborateur comme pour l'employeur, c'est vraiment important de voir que ça aussi, pendant le confinement, je pense que ça a été bien perçu par les familles avec enfants. C'est compliqué de télétravailler dans des bonnes conditions en gardant ses enfants en même temps. Ça a été encore une fois la contrainte, mais c'est vraiment pas la pratique durable à laquelle la pratique durable qu'il faut viser. Également, par contre, certaines entreprises aussi qui imposent un jour de présence pour tout le monde. L'objectif étant justement d'avoir un moment de partage commun. Et après, les autres jours, chacun fait aussi en fonction de son emploi du temps. Pardon, Gaëlle, tu voulais dire Oui, alors il y avait deux choses sur lesquelles je voulais réagir, sur l'autonomie et l'ancienneté, par exemple. Comme je suis contrôleur de stage, expert comptable depuis cette année, moi j'ai été mise en contact avec les experts comptables stagiaires que je suis pendant le confinement. Et c'est vrai que pour eux qui débutaient dans la profession, première année de stage expert comptable, période fiscale en plus, se retrouver à travailler à distance des managers qui sont là pour leur apprendre le métier, ça n'a pas toujours été simple. Donc notre profession est encore plus impactée, j'ai envie de dire, sur l'aspect accompagnement des futurs professionnels qui seront à nos côtés demain en tant qu'experts comptables. C'était encore plus flagrant. Et puis, effectivement, sur les jours éligibles, quand tu évoquais le télétravail des gens qui ont de jeunes enfants autour d'eux, faut bien penser que le risque, en fait, et c'est ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que ces jeunes parents se lèvent très très tôt pour travailler avant que les enfants se réveillent et du coup profitent des siestes de l'après-midi ou du coucher du soir pour travailler très très tard. Donc ça entraîne ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire le risque d'épuisement professionnel en voulant cumuler toutes les fonctions. Donc vraiment une attention forte à porter sur le télétravail le mercredi quand il y a de jeunes enfants à la maison, quoi.
Tout à fait. Il y a aussi du coup une notion de fréquence. Donc là aussi, c'est exactement le calibrage dont je parlais. Est-ce qu'on va être à 0% en présentiel ou à 100%? Et là, il peut y avoir vraiment des variations qui peuvent être considérées au niveau global ou au niveau individuel. Donc certaines organisations décident que ce sera uniquement 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine pour tout le monde. D'autres sont plus flexibles en fonction des profils. Donc ça, c'est aussi à juger. La nature des tâches et les départements éligibles. Il y a certaines fonctions qui ne permettent pas, a priori, d'avoir du télétravail. Donc là, c'est vraiment à évaluer aussi au moment où on met en place un peu son cadre global, se dire quelle nature de tâches peuvent être ou pas éligibles au télétravail, sachant que certaines choses comme la dématérialisation vont aussi pouvoir rendre de plus en plus de tâches éligibles au télétravail. Et enfin, le cadre juridique et administratif. Est-ce qu'on passe par une charte? Est-ce qu'on passe par un accord d'entreprise? Là, c'est aussi des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on se met comme règle de défraiement pour justement les collaborateurs qui sont en télétravail permanent et doivent se rendre de temps en temps sur le site et autres. Donc voilà, nous, notre conseil, c'est vraiment de fixer le cadre de façon assez précise pour éviter justement tous les cas de conflit. Et donc, du coup, je rebondis sur ça avec la question: l'employeur est-il en droit d'imposer le télétravail? À contrario, peut-il refuser la demande d'un salarié qui souhaite exercer son travail sur ce mode? Alors, sur la partie d'imposer le télétravail, on l'a vu pour certaines entreprises, notamment qui se débarrassent des locaux, ça va être le cas. Sauf que, évidemment, il laisse en général la possibilité de louer des espaces de coworking, comme disait Gaëlle. Donc, en théorie, ça dépend un petit peu de ce qui est fixé comme cadre. Le fait d'imposer, c'est jamais une bonne chose a priori pour les liens que vous pouvez avoir, la motivation des équipes, etc. Donc, il faut faire vraiment très attention. Par contre, pour ce qui s'agit du refus, si c'est un refus motivé et si, comme on disait, il y a une notion de réversibilité, si on voit que le télétravail avec un certain collaborateur ne fonctionne pas, et si on a bien précisé ça dans les conditions et dans la charte ou l'accord qui a été mis en place, c'est tout à fait possible de revenir sur cet accord du télétravail. Le télétravail, c'est pas forcément un droit, ça peut juste être quelque chose qui est accordé tant que ça fonctionne. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a toujours un but, c'est que tout le monde travaille dans les meilleures conditions et que tout le monde soit bien. Donc il y a une notion de qualité de vie au travail, évidemment, qui va de toute façon être positif sur la productivité. Mais si on voit que ça ne fonctionne pas avec l'organisation, c'est tout à fait possible de le dire, ou alors déjà d'essayer de trouver les solutions pour que ce ne soit pas le cas, et sinon de le dire et de ne pas le permettre tant que c'est motivé et justifié. Et par rapport aux répartitions de télétravail présentiel selon les profils, c'est ce qu'on a évoqué, ça dépend en effet des profils, donc en termes d'ancienneté, autonomie, mais aussi de la nature des tâches qui sont faites. C'est pas la même chose si on est assistante ou si on est expert comptable ou autre. Si je peux juste compléter, je pense que quand on met en place le télétravail, le prérequis initial, c'est quand même d'être à l'écoute de ses équipes pour savoir si oui ou non ils souhaitent le mettre en place. Et donc le fait d'imposer peut être une source de conflit interne en fait au sein de l'entreprise, même s'il peut y avoir une réorganisation, etc. Mais pour moi, le prérequis initial, c'est celui-ci. Et d'autant plus avec la période qui s'est écoulée, faire un peu un débrief de la période pour savoir si les conditions de télétravail, même si elles étaient dans un contexte particulier, ont été efficientes, soit de manière technologique, soit dans l'accompagnement RH, soit dans l'accompagnement managérial, fait que ça va permettre de construire demain le télétravail qui peut être proposé aux équipes dans les cabinets et adapté en fait au cas par cas, soit par service, parce que tous les services n'ont pas les mêmes problématiques qui se posent, soit par personne, parce que certains ont trouvé des avantages à être en télétravail, même occasionnel, et se disent aujourd'hui, oui, c'est peut-être une porte ouverte à une flexibilité d'organisation, et d'autres qui se disent, non, en fait, le télétravail, c'est pas fait pour moi, ou en tout cas pas dans le contexte tel qu'il était fait, donc comment on essaie de travailler avec eux pour soit les rassurer à ce que ce soit un mode qui leur corresponde, soit qu'ils sortent complètement du champ du télétravail parce qu'ils ne souhaitent pas aller dans ce cadre-là. Donc le prérequis, à mon avis, en amont, avant même de savoir si on le met en place, c'est d'être à l'écoute de ce que les équipes souhaitent, quelles que soient les générations, parce que des fois on est surpris selon les générations, et après aller sur la structure technologique, voire à structurer de manière technologique en RH et en management.
Oui, tout à fait. Ça, c'est en effet hyper important. Et à la fin de cette présentation, ce qu'on vous a mis, c'est une démarche globale, en tout cas proposée pour la mise en place. Et qui commence en effet par le fait de consulter les collaborateurs et d'être bien à l'écoute, comme tu dis. Alors, il y a Mika qui voulait intervenir, du coup, et puis je reprendrai la parole pour un point après. Ça marche. Juste pour rebondir un petit peu, on a co-animé la journée annuelle du stage. Et en fait, il y avait des questions qui avaient été faites à l'ensemble des stagiaires, donc première année, deuxième année, troisième année. Et en fait, parmi les questions, il y avait comment voyez-vous un cabinet moderne, un cabinet attractif et le management de demain. Et parmi quand on a fait vraiment le dépouillement de toutes les réflexions, le fait qu'un cabinet comptable puisse proposer du télétravail, c'était un sujet qui était vraiment très présent et c'était un sujet qui avait été qualifié comme étant donner une bonne image d'un cabinet vis-à-vis de la marque employeur. Donc ça veut dire que dans notre profession, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir avec les futurs experts comptables, c'est vraiment un sujet qui est présent et qui est là. Oui, alors l'autre aspect, moi, que je voulais évoquer pour rebondir sur ce que dit Alexandra, très important de faire un débrief des équipes et puis surtout de savoir ce qu'ils ont envie ou pas en termes de télétravail, parce que ça peut aussi s'éviter des reproches de discrimination plus tard. D'avoir gardé une trace quelque part en fait du fait qu'on ait questionné les salariés, qu'on leur ait posé la question de l'envie ou pas de télétravailler et dans quelles conditions, on peut éviter des reproches de discrimination future en disant vous l'avez autorisé à un tel et moi j'ai pas pu le faire. Si on a vraiment instauré un dialogue avec les collaborateurs, c'est quelque chose qu'on évitera en fait. Oui. Du coup, j'en profite pour regarder un petit peu les résultats du sondage. Donc, visiblement, 83% ont déjà fait du télétravail parmi les gens qui ont répondu. Et notamment, un quart qui le met accessible à tous les collaborateurs et un tiers seulement pour certains. Voilà. Donc, ça donne un peu une vision, en tout cas, des gens qui sont présents et qui ont pu répondre. Quel impact pour les locaux? Donc, sur ces questions-là, il y a eu en effet, je parlais de l'impact notamment économique sur les locaux. C'est une composante assez importante. On a plusieurs modèles. Soit on a plus de bureaux que d'employés, donc là, le télétravail n'est pas du tout une contrainte, c'est vraiment un choix personnel. Autant de bureaux que d'employés, si on est dans un contexte de croissance, il y a un moment où ça va devenir une contrainte. Plus d'employés que de bureaux, ça veut dire que le télétravail, c'est la variable d'ajustement pour s'assurer que tout le monde puisse travailler dans les bonnes conditions. Et enfin, l'absence de bureaux, ça, c'est assez évident. Mais sur cette notion de plus d'employés que de bureaux, ça nécessite aussi d'avoir une organisation du coup assez précise de qui vient quand, pour quelles raisons, comment on peut s'organiser. Parce que il faut quand même s'assurer que les gens se rendent un peu au travail, qu'il y ait des espaces qui soient prêts pour la collaboration. Parce qu'en fait, c'est souvent une des choses qu'on peut perdre avec un télétravail partiel ou complet. On collabore un petit peu moins bien, on est un peu moins créatif. Donc là, c'est vraiment penser les locaux aussi comme un moment où on peut se retrouver, où on peut co-créer, où il y a une partie conviviale, mais aussi de la productivité. C'est-à-dire que tout le monde, ça a souvent été remonté qu'on était au calme et qu'on pouvait mieux se concentrer quand on était chez soi. L'idée, c'est aussi de procurer des bonnes conditions de travail, en tout cas, dans chacun des cabinets, sur chacun des lieux de travail, pour justement que les gens aient aussi envie de venir ou ne soient pas bloqués de venir parce que des conditions sont pas les bonnes. Donc, il faut que le télétravail soit une question aussi personnelle, d'organisation et autres, mais pas du tout une variable pour contrer le problème de locaux non plus. Donc, bien adapter les deux, être dans l'échange à ce niveau-là aussi et à l'écoute des collaborateurs qui pourraient avoir des remarques à ce sujet-là pour s'assurer que toute cette chimie, entre guillemets, qui se passe entre les collaborateurs puisse bien se faire. Je ne sais pas si là-dessus, vous voulez rebondir de votre côté. Alexandra?
Ouais, c'est sûr que en fait, la difficulté aujourd'hui qu'il peut y avoir sur la mise en place du télétravail, c'est faire en sorte que le salarié reste une partie prenante de l'entreprise tout en lui offrant une flexibilité qui lui permette de trouver son équilibre perso-professionnel. Donc en fait, c'est à la fois pouvoir avoir un minimum de présentiel nécessaire à ce qu'il y ait une cohésion aussi dans les entreprises pour que du coup chacun se sente partie prenante de l'entreprise et sache ce qui s'y passe, deux, quelle est la communication qu'il y a en interne, et puis pouvoir être partie prenante dans d'éventuels projets ou autres. Donc en fait, le curseur aujourd'hui à définir, c'est celui-ci, c'est où est-ce que chacun met dans le cabinet qui décidera de mettre en place le télétravail, où est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre où la personne se sent impliquée dans l'entreprise et a soit son bureau attitré, soit pas, mais si elle l'a pas, faut trouver un moyen qu'elle puisse être partie prenante pour que du coup, à un moment donné, elle ne sorte pas de l'entreprise progressivement et puis qu'au final, elle s'en désintéresse. Et on sait tous aujourd'hui la difficulté de l'attractivité de la profession pour trouver aussi les profils. Donc, le télétravail est bien parce que ça permet de créer une flexibilité. Je vois sur Nantes, nous, la difficulté de circulation est aujourd'hui un sujet qui permet quand même, via le télétravail, de permettre à certains d'avoir cette flexibilité. Pour autant, il faut quand même maintenir un contact et un présentiel, ou en tout cas un contact, si on ne veut pas un présentiel, un contact régulier avec les équipes. Et après, d'autant plus avec les nouveaux entrants, pour qu'ils rentrent dans la cohésion globale qu'il pouvait y avoir du cabinet et trouver quand même cet équilibre-là, quoi. Donc, en fait, c'est en fonction vraiment de l'organisation de chacun, que ce soit à la fois au niveau des locaux, mais aussi de sa propre organisation de travail, en combinant et sans oublier quand même la relation client, parce que là, on parle effectivement des équipes, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même l'importance aussi de la relation client dans tout ça qu'il faut maintenir. Et il faut peut-être aussi communiquer avec les clients de la nouvelle manière de travail qu'on a, qui, avec les outils actuels, rendent quand même une disponibilité malgré tout et un présentiel qui n'est pas forcément physique dans l'entreprise, mais avec les outils, et qui permet de combiner télétravail et présence au cabinet. C'est une très bonne transition pour la slide suivante qui était sur les principes directeurs. C'est ce que tu sous-entends, il y a une intégration du télétravail à la culture d'entreprise qui est essentielle. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train d'inventer une autre façon de travailler qui est sur certains jours et donc ces jours-là, la personne est en chambre de son côté. Il faut vraiment que ce soit intégré et que la personne qui est en télétravail un jour ait la même présence, la même importance dans l'entreprise et la même intégration qu'une personne qui est en physique. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, ça veut dire communiquer beaucoup, communiquer mieux. Ça veut aussi dire que dans tous les process doivent se refléter aussi le télétravail comme en faisant partie. Et la communication avec les clients de votre côté, c'est en effet clé pour bien l'intégrer à la culture. En tout cas, c'est ce qui me paraît. D'autres principes un peu directeurs, c'est la réversibilité. Donc, on en parlait rapidement. C'est si ça fonctionne pas, on a le droit de revenir en arrière, en fait. Le fait d'individualiser, donc comme on disait, on n'a pas tous les mêmes besoins. La confiance, je vous laisserai commenter ça. Je pense que garde d'enfants et télétravail, on en a parlé. Du coup, vraiment être sûr de bien échanger, de bien tout formaliser pour permettre la collaboration et la transmission des connaissances. Donc là, ça veut dire qu'il y a un travail d'animation des côtés management qui doit être aussi de favoriser vraiment le travail ensemble à ce niveau-là. Et je vais peut-être vous laisser du coup répondre aux questions sur l'autonomie et le contrôle ou confiance dans le travail réalisé à distance. Pour moi, par exemple, le télétravail, avant le confinement et qu'on le mette en place, le mot d'ordre, c'était la confiance. C'est-à-dire que pour moi, le télétravail, il repose aussi sur une confiance mutuelle, que ce soit l'entreprise qui fait confiance à ses collaborateurs dans le fait de dire « vous partez en télétravail, on vous fait confiance sur la manière de gérer votre masse de travail, etc. » et inversement. Et puis après, on revient en arrière si cette confiance est remise en question. Mais pour moi, le télétravail repose d'abord sur ce sujet-là. Et puis après, c'est vrai que
il faut structurer. On a le droit de revenir en arrière sur une organisation qui n'est pas optimale. Je pense qu'il faut tester. Nous, c'est ce qu'on avait fait au départ, hein. On était parti sur un jour pour voir si ça rentrait bien dans l'organisation. Puis après, progressivement, on l'a un peu plus étendu. Et puis, on a commencé sur un service pour faire un test. Puis après, on l'a étendu à d'autres services. Donc, je pense qu'après, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de structurer un télétravail si tant est qu'on veut aller sur ce dispositif-là, puisque forcément, il y a des avantages et inconvénients, mais c'est un principe de confiance. Et puis, c'est aussi former, je pense, les managers, ou en tout cas toute personne qui supervise une équipe, pour qu'elle sache la piloter, quoi, d'une certaine manière, et travailler avec elle en n'étant plus forcément en face à face, et du coup avoir une communication qui se pérennise, parce que c'est pour moi, on l'a bien vu pendant le confinement, pour nous en tout cas, je parle de mon cabinet, hein, la difficulté, plus on avançait dans le temps, c'était le management à distance. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre pour qu'à un moment donné, les managers se retrouvent pas à être submergés en termes de temps chronophage à faire cette supervision à distance, et en leur donnant des outils, soit techno, soit les former aussi. Je pense qu'il y a peut-être des formations aussi à faire sur ce sujet. Et en même temps, qu'un jeune ne se retrouve pas tout seul, à plus savoir par quel bout commencer ses tâches, ou en tout cas à continuer malgré tout à se former en étant supervisé par quelqu'un. Donc, dans le télétravail, il y a vraiment plusieurs pans. Il y a la partie technologique, c'est est-ce que je suis capable d'offrir le matériel nécessaire à une personne qui est en télétravail chez elle pour qu'elle puisse travailler dans des conditions qui sont celles assimilées au cabinet. Alors, sachant qu'on a quand même un travail aujourd'hui qui nous fait nous déplacer régulièrement. Donc, globalement, on a quand même un certain nombre d'outils, mais on ne les a peut-être pas tous. Après, comment on structure, soit par une charte, soit par une... Et puis, faire impliquer les collaborateurs dans la rédaction de cette charte pour se dire quels sont vraiment leurs besoins. Et puis après, il y a la partie client, où il faut aussi effectivement communiquer sur ce sujet-là, parce que ça doit être transparent pour le client, qu'on soit en télétravail ou au bureau, on doit être disponible. Donc, il faut de la téléphonie adaptée, il faut que en fait, tout se lie. C'est vraiment un peu une stratégie d'organisation de cabinet. Et puis, c'est un sujet d'attractivité. Hein, très clairement, moi, je pense, nous, on a quelques collaborateurs qui sont venus ou qui restent aujourd'hui malgré la distance, parce qu'il y a le télétravail au cabinet et qu'on a su construire avec eux une organisation qui permet cet équilibre-là. Et on sait combien aujourd'hui c'est compliqué de trouver des équipes, quoi. Donc, il faut pouvoir les adapter en fonction de ça. Mais la confiance, pour moi, c'est le principal prérequis. Si on se dit, bah non, on n'arrivera pas à contrôler leur travail, etc., il faut aussi changer sa manière de manager. C'est pas du flicage, on met en place des process qui permettent d'avoir une visibilité de leur avancement, et on se rend compte que certains, en fait, ont une rentabilité, si je dois parler un peu plus dans ces termes-là, même si j'aime pas trop le terme, plus accrue que quand ils sont dans des conditions de présentiel. Donc, en fait, c'est un équilibre entre le besoin du cabinet, à la fois organisationnel, économique et politique RH et culture d'entreprise, et le souhait du collaborateur dans son organisation et dans sa flexibilité avec une organisation pro et perso. Et puis, sans oublier le client, quand même, qui est aussi quand même un élément important dans l'organisation de tout ça. Mika ? Il y a un élément qui est très important. Je pense que le maître mot, de toute façon, il y a la confiance. Sans la confiance, si on n'est pas en confiance entre les équipes et la direction, le télétravail ne peut pas fonctionner correctement, parce qu'on trouvera toujours les moyens pour avoir des suspicions ou autre. La confiance, c'est vraiment la clé, mais il peut pas y avoir d'autonomie des télétravailleurs si en amont, il n'y a pas eu une réflexion organisationnelle du cabinet. C'est-à-dire le fait de réfléchir avec les équipes comment faire pour que les outils soient dématérialisés, les process de revue soient matérialisés. Le fait que les fiches suiveuses, on vient quand même d'une culture du papier. On a tous connu l'époque avec des classeurs tout autour de soi. Bah tiens, je vais traiter le dossier, je vais prendre le classeur où j'ai la pochette, où je matérialise certaines choses, certains contrôles. Si tout le process en amont n'a pas été revu pour pouvoir être dématérialisé dans des solutions de mise en partage, de mise en commun sur des serveurs, on ne pourra pas y arriver. Donc, un télétravail, à mon avis, qui permette aux télétravailleurs d'être
autonome et efficace, ça se prépare, ça s'anticipe, ça demande vraiment une réflexion en amont et qui malheureusement ne peut pas se faire en claquant des doigts. Parce que tous les process, les procédures en soi, ne serait-ce que de revue ou de production comptable, ne sont pas les mêmes et ça pose des questions. Ça pose des questions. La matérialisation, ça pose une question. Qui a accès à tel document, ça pose des questions. Donc c'est vrai que là, du fait du confinement, du jour au lendemain, il y a énormément de cabinets qui se sont mis au télétravail et c'est bien parce que ça donne une expérience. Mais nous, en fait, ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir mis en place en amont, on a eu la chance de se poser cette question-là un peu avant et de réfléchir vraiment à la dématérialisation qu'on a voulu quasiment totale des outils de travail, même si on peut pas, puisqu'il reste encore des documents papier de la part des clients. Ça a clairement facilité les choses. Et s'il n'y a pas une volonté de la direction de se réformer et d'aller un pas vers l'avant, on peut pas à mon sens, on peut pas y arriver comme ça où il y aura des couacs, quoi qu'il arrive. Alexandra et Ouais. Mika, il y a une question d'une consoeur, si vous aviez quelque chose en tête. Est-ce que vous auriez des exemples de process que vous avez mis en place, du pratico-pratique, même sur des process simples? Ouais. Par exemple, nous, en termes de matériel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des doubles écrans portatifs à tous nos collaborateurs pour que quand ils sont en télétravail, ils aient un double écran et pas juste celui de l'ordinateur qui n'était pas qui, selon la taille de l'ordinateur, est des fois un peu fatigant à force. Déjà, en termes de matériel, on a fait ça, ainsi que des scanners qui permettent d'avoir une mobilité. Après, sur certains services, par exemple sur le service social, on a travaillé avec le service social là-dessus en se disant oui au télétravail, mais il y a des jours où toute l'équipe est là, en commun, parce qu'il y a besoin d'échanges techniques, parce que il y a besoin d'avoir des points clés de réunion de service, etc. Donc en fait, le télétravail, il a été adapté avec peut-être une rotation à un moment donné. Alors aujourd'hui, c'est toujours en phase par rapport à ça, mais quand on l'a mis avant le Covid, on avait dit il y a des jours où il faut que le service soit présent, ou en tout cas des moments dans le mois où il faut que le service soit présent. Quand c'est la période de paye, eh ben, il faut, à certains moments de la période de paye, pas forcément toute la semaine, mais à certains moments de période de paye, que le service soit présent parce que les échanges techniques, et Dieu sait s'il y en a dans tous nos métiers, quelle que soit la matière qu'on fait, eh ben, nécessite d'avoir un échange. Et c'est pas juste une documentation qu'on va mettre sur le serveur, etc. Donc, concrètement, on a indiqué que sur certaines périodes de temps, selon la contrainte liée au service, il fallait un présentiel à certains moments qui était un peu incompressible, parce que sans ça, on se retrouvait tout seul face à son écran, on perdait du temps, c'était une zone de stress, d'inconfort parce qu'on appelait, etc. Donc, c'était pas. Donc, voilà, de manière concrète, ça, on l'a mis en place. Et par exemple, on a, avant le Covid aussi, donc là, c'est des choses qu'on va faire évoluer, mais typiquement, une personne qui était en déplacement 4 jours semaine, le dernier jour, on lui indiquait qu'il n'y avait pas de télétravail parce qu'on n'allait pas ne pas l'avoir de la semaine. Donc, on lui demandait un jour de présentiel à minima au cabinet. S'il y avait des déplacements qui étaient surtout sur la période fiscale assez réguliers et qui faisaient que sinon, à un moment donné, on ne voit plus les équipes, quoi. C'est-à-dire, même s'il y a aujourd'hui des outils numériques comme Teams qui sont des outils collaboratifs, même pour ressentir comment va le collaborateur, c'est pas en un coup de fil d'un quart d'heure qu'on voit si tout se passe bien, quoi. Donc, en fait, il y a une vigilance à donner par rapport à ça. Et après, sur les jeunes, former les jeunes, parce que j'ai vu une question, je crois, comme ça, de former les jeunes sur la base du télétravail. Je pense que dans une équipe, quand on a des jeunes, c'est pareil, à mon sens. Aujourd'hui, les mettre à 100% en télétravail ou ce format-là, c'est pas du tout efficient et il faut des moments de relais et de réunion de service ou de réunion d'équipe pour ça. Après, la formation en elle-même, soit le jeune rentre progressivement dans le télétravail où il fait une journée et puis après, s'il y a une maturité, on passe à 2 jours éventuellement selon le curseur qu'on y met. Mais c'est sûr que s'il arrive et on lui dit il y a 2 jours de télétravail et que, 1, on ne forme pas le manager à ces nouveaux procédés et 2, on le laisse comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il va se démotiver, certainement. Et en plus,
je pense qu'il faut l'adapter à chaque structure, mais nous, par exemple, on a mis la téléphonie IP aussi sur nos ordinateurs pour qu'il n'y ait pas de sujet de est-ce qu'il faut acheter des téléphones portables, pas des téléphones portables, etc. Parce que ça doit être transparent pour le client. Donc, en fait, on a revu toute notre téléphonie de manière concrète. Alors ça, par exemple, c'est sûr que c'est un coût, mais au final, ça crée, sans ça, c'est quand même un petit peu compliqué à mettre en place. Donc, enfin, voilà, en tout cas, nous, ce qu'on a pu faire en interne. Cynthia ? Oui ou pas. Il faut, je suis parfaitement d'accord avec Alexandra. Juste sur le point de vue technique, ne pas oublier les casques. Un casque, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est très agréable. C'est-à-dire que en fait, naturellement, on va passer plus de temps par téléphone parce que plutôt que parler avec son collègue en visu, ça va être à distance. Tout ce qui est effectivement, je rejoins Alexandra, téléphonie et le fait que, par exemple, chacun prend son téléphone pour que pour le client, il n'y ait pas d'incidence, il n'y ait pas de différence, que le client ne se rende pas compte au téléphone si le collaborateur soit au cabinet ou chez lui. C'est important. Et pour le collaborateur, le fait d'avoir un casque, c'est très pratique. C'est comme le double écran. Au départ, il faut le temps un petit peu de s'habituer, puis après, en fait, on a du mal à retourner en arrière. Il faut quand même une atmosphère de travail qui nous permette, enfin, qui puisse se faire avec des bons équipements. Moi, je favorise également la matérialisation. Il faut absolument que, déjà, c'est pas le salarié, nous, dans notre cas de figure, qui décide, je suis en télétravail de cette période-là à cette période-là. Ça fait l'objet d'une demande préalable avec accord. Parce que effectivement, en fonction des déplacements, des besoins, du nombre de temps, il y a beaucoup de critères où ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu et naturellement, ça va conditionner la réponse. Avec des temps présentiels obligatoires, parce qu'il faut pas oublier effectivement l'aspect fédération de l'équipe et les temps sont très importants, les temps d'échange en commun. Et il faut bien que l'information soit disponible facilement et à tout le monde. C'est-à-dire, nous, enfin, c'est très très basique, mais il faut que ce soit inscrit d'une certaine couleur sur l'agenda sur Outlook, par exemple. Et en fait, on se pose pas la question, on a les éléments, on a l'information facilement. Ça, c'est important. Alors, juste, je vois que ça fait déjà 50 minutes que nous sommes ensemble, mais il va falloir qu'on avance. En termes de process pratico-pratique, puisque c'était la demande et puis qu'on a un peu dérivé sur le côté technique, moi, je vais prendre l'exemple d'un outil qui existe au niveau de l'ordre des experts comptables. Par exemple, le process de signature de documents. Il faut penser à mettre en place la signature Je signe expert ou une autre marque de signature, mais un process qui permet de dématérialiser les signatures des superviseurs. Il y a des outils qui existent où on peut créer les experts comptables, les managers, les collaborateurs et où du coup on peut faire un process dématérialisé qui remplace les parapheurs qu'on met sur les bureaux des experts comptables quand on est présent physiquement au bureau. Donc ça, c'est un process pratico-pratique en utilisant les nouveaux outils en fait. Après, il peut y avoir aussi des outils de suivi de dossier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut mettre en place un suivi à destination des dossiers pour savoir où le collaborateur en est rendu et selon l'appréciation qu'on a du dossier, se rendre compte assez facilement s'il rencontre une difficulté ou pas sur le dossier au vu de son avancement. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est garder le lien. C'est-à-dire que dès qu'il y a que ce soit en télétravail ou pas, il ne faut pas occulter que le fait qu'on soit en télétravail distend le lien d'une équipe. Et au contraire, aujourd'hui, avec des outils comme Teams, par exemple, ou autres, je dis celui-ci, mais il peut y en avoir d'autres, il est tout à fait possible régulièrement dans la journée de faire un point d'étape sur l'avancement du collaborateur qui est quand on est manager sur une équipe. Voilà. Par contre, ça prend du temps, peut-être des fois un peu plus de temps d'ailleurs que quand on est en présentiel. Mais ça nécessite d'avoir quand même un retour régulier
et un contact régulier avec ses collaborateurs qui sont en télétravail pour faire en sorte de s'assurer, un, qu'ils ne rencontrent pas de difficultés, deux, qui travaillent pour aussi produire et sortir les dossiers, et puis du coup, qu'ils puissent être impliqués dans l'entreprise, parce que sinon, en fait, ils vont progressivement se distendre. Mais nous, régulièrement, en fait, ce qu'on avait mis en place, c'est que on avait aussi un tableau de suivi sur certains sujets ou sur des gros dossiers où on demandait aux managers d'avoir un suivi régulier et de faire régulièrement des réunions, même par visio, même avant le Covid, pour du coup s'assurer que du coup il n'y avait pas de problématique, ni technique ni autre rencontrée par les équipes. Ça, Justine, tu veux reprendre la main? Ouais, ça c'est des. Alors du coup, je me suis permise de changer de slide parce qu'en effet, dès qu'on parle en fait de process et de, enfin, vous l'avez bien dit, il y a une sorte de prérequis d'avoir les bonnes conditions matérielles, d'avoir une base de connaissances aussi qui soit partagée et de récupérer, comme on disait, des retours donc fréquents. Il y a de nombreuses entreprises qui mettent en place aussi des questionnaires pour juger un peu de la satisfaction des employés. Alors ça, c'est pour des structures un peu plus grosses. Des points d'échange informels peuvent être aussi suffisants, tant qu'on arrive à capter un petit peu, comme disait Mickaël, le non-verbal aussi, parce que c'est important et qu'il peut y avoir des petites alertes aussi. Et quand on ne voit pas les personnes au quotidien, il faut être encore plus attentif à ces petits signes. Donc voilà. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je pense que typiquement, quand on met en place le télétravail, il faut faire des points d'étape réguliers, c'est-à-dire une fois par trimestre, faire un point avec les personnes qui sont rentrées progressivement dans le dispositif et pas attendre l'entretien annuel pour savoir si il veut continuer, pas continuer, etc. Et en fait, il y a un vrai suivi pour s'assurer que l'équipe s'approprie bien le dispositif, et puis peut-être va se rendre compte que une personne, ça lui convient pas du tout. Et dans ces cas-là, ne pas hésiter à faire marche arrière en disant, si vous voulez pas du télétravail, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est une possibilité offerte par la structure. Sur la base d'une confiance mutuelle et qui permet de faire ça. Par contre, ça veut dire aussi qu'il faut aussi revoir ses process de dossier de travail. Il faut aller un peu plus sur la numérisation, limiter, c'est sûr, l'aspect papier, on va dire, parce que le collaborateur va pas partir avec tous ses classeurs le soir du télétravail pour le lendemain. Ça veut dire qu'il faut aussi modifier son mode de production, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, son process de production, donc son système d'information. Donc, c'est un travail qui se construit, qui n'est pas immédiat, mais qui se construit dans le temps. Donc, la partie Covid nous a obligés à accélérer ce sujet-là. Maintenant, il faut le structurer pour faire en sorte que l'avancée du travail soit facile pour chacun. Un dossier de travail, quand il est dématérialisé, que des cycles sont revus, on voit ce qui s'y passe. La gestion des temps. C'est une manière aussi de s'assurer que ça fonctionne bien. Mais je pense que le fait de faire un point régulier quand une personne rentre dans le télétravail, c'est un élément aussi qui est gage soit de réussite ou de revenir en arrière parce que ça ne lui correspond pas. C'est vrai qu'en termes de management, donc c'est important de penser aussi plus aux résultats que vraiment à la façon et du temps de disponibilité qui soit commun à tout le monde, mais aussi de laisser un peu plus de flexibilité sur l'organisation pour que ce soit vraiment, que ça porte vraiment ses fruits et que les avantages du télétravail soient là aussi. On en parlait aussi de mettre des points de rencontre réguliers, donc c'est toi, Mickaël, qui en parlait. C'est important et c'est fondamental pour maintenir le contact, d'où les jours aussi, Alexandra, dont tu parlais, de présence obligatoire. Donc voilà, en bonne pratique, il faut vraiment essayer de penser aussi les choses un petit peu différemment et évoluer sur cette question de contrôle, sur cette question de présence. Là-dessus, je pense qu'on est... Après, il y a le sujet aujourd'hui, on a typiquement des contrôles qualité, nous. Donc, à un moment donné, il faut que les visas, tout ça, puisse être visible aussi. Donc, ça veut dire repenser, voir comment, via les logiciels dont chacun dispose, comment il peut les utiliser de manière optimale pour que la notion de visa, de contrôle, parce que je vois une question passer de cet ordre-là, mais donc ça veut dire des fois aussi s'approprier. Alors, soit le logiciel, c'est le développer, soit des fois c'est le changer, ça fait aussi partie des sujets parfois, en lien avec le télétravail, c'est un sujet qui apparaît comme ça, mais après ça veut dire aussi des fois aller plus loin dans l'utilisation des outils qu'on a
pour répondre à nos obligations qui sont celles liées à notre profession. Puisqu'en contrôle qualité, il faut bien qu'il y ait un visa de l'expert comptable, etc. Et l'utiliser de manière optimale pour que, et des fois c'est même plus rapide que de regarder un classeur complet avec toutes les feuilles annexées, puisque du coup on va chercher. Ce qu'il faut par contre, c'est structurer, qu'il y ait la même présentation dans chaque dossier pour savoir où chercher l'information, pas perdre de temps. Donc ça veut dire aussi réfléchir à toute cette structuration en interne pour que le système d'information soit facilement appréhendable par chacun. Ça peut être aussi, centraliser l'information, du coup. Faire toute une base de connaissances aussi sur justement la présentation de ces process, qui intervient quand, à quel moment, avec quel outil et comment le faire. Et ça peut être notamment très utile de toute façon dans un parcours d'intégration, qu'il soit physique ou à distance. Ce qu'on constate, c'est que globalement, les gens recommandent quand même un maximum de physique pour l'intégration. Mais par contre, toute cette base un peu documentaire de process, elle peut vraiment être accélérer l'intégration aussi dans l'entreprise et la mise en place des bonnes pratiques qui correspondent au process du cabinet. Parce qu'on parlait tout à l'heure de charte de télétravail, mais en fait, il ne faut pas le voir comme un document juridique obligatoire. Il faut plutôt le voir comme un document qui permet de réfléchir à la manière dont on structure en faisant travailler les équipes et les différents services pour le structurer. Ça peut être un moyen de communication, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait travailler tous les services ensemble pour se dire, par rapport à votre service, c'est quoi la problématique, quelles sont les attentes, etc. En fait, on est déjà en train de rédiger sa charte d'une certaine manière. Donc, ce document, il ne faut pas le voir comme une contrainte juridique d'obligation qui borde le sujet, mais plutôt comme un moyen de communiquer avec ses équipes pour proposer quelque chose, le structurer. Il le souhaite ou il ne le souhaite pas. Alors, après, c'est un avis purement personnel. Il le souhaite ou il ne le souhaite pas, mais au moins, vous êtes déjà en train de construire votre charte au fur et à mesure que vous êtes en train d'échanger avec vos équipes. Donc, ça ne devient même pas un document barbant à écrire. C'est juste la transcription des échanges de communication. Donc, ça veut dire aussi être plus transparent dans la stratégie du cabinet. Il y a des sujets sur lesquels ça nous oblige, nous aussi, à repenser nos fondamentaux et la manière dont on travaillait. Sachant que là aussi, il y a en effet une volonté des collaborateurs d'être un peu encadrés et d'avoir ce cadre qui est quand même donné. Donc, défini ensemble, c'est évidemment la meilleure pratique, mais c'est toujours mal perçu quand il y a un flou sur qui a le droit de faire quoi, à quel moment, etc. Et donc, c'est bien de borner ça un peu, de donner une ligne directrice, parce que sinon, ça peut porter à confusion. Il peut y avoir un peu une notion de culpabilisation, d'avoir l'impression que on est moyennement légitime à demander du télétravail ou autre. Donc, vraiment cadrer un petit peu les échanges en fonction de la structure et de son fonctionnement interne, c'est vraiment le mieux pour que tout le monde retrouve sa place et que ça fonctionne pour le mieux. Juste, moi, je finirai peut-être dessus. Juste, le Club TED, depuis qu'il est créé, son leitmotiv, si on peut dire, c'est l'humain au cœur du numérique. Et donc, en fait, le télétravail, c'est un outil pour trouver cet équilibre et non pas l'inverse. Ça devient pas une contrainte, même si c'est une contrainte au départ à mettre en place pour les structures parce que ça oblige à repenser. Mais en fait, c'est comment être attractif, c'est comment, du coup, répondre aussi aux souhaits actuels, qui est quand même l'équilibre vie de famille, travail, qui est de plus en plus présent. La QVT, on en entend beaucoup parler. Michael, tu pourrais en parler également mieux que moi par rapport à ton expérience cabinet. Mais le télétravail, c'est un outil supplémentaire qui permet à l'humain, qui est aujourd'hui quand même centré, parce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement que ce qui manquait, c'était la relation. On avait beau avoir tous les outils, ce qui manquait, c'était la relation client, la relation avec les équipes, la relation entre collaborateurs. Donc, le télétravail, c'est vraiment un outil supplémentaire, si je peux l'appeler comme un outil, qui permet de pouvoir ouvrir un peu le cabinet sur d'autres dispositifs, d'intégrer les équipes à l'intérieur parce que c'est un vrai outil de communication pour les adapter à leurs besoins et à leurs sollicitations, tout en perdant pas de vue la productivité du cabinet et la relation client qui doit être un point aussi important et sur lequel les équipes doivent prendre conscience que c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on n'est pas joignable, que du coup on travaille au calme et qu'on est plus tranquille. Non, c'est vraiment l'ensemble de ce dispositif-là. Donc, travailler par service, c'est quand même intéressant à mettre en place. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, ça a permis d'adapter le dispositif.
Donc, en résumé, le télétravail, c'est un outil de la transformation numérique. Ça permet d'accompagner le changement, de faire de l'intelligence collective, de repenser les process. Et si en plus on peut mettre ça au sein de la QVT et pourquoi pas de la RSE par rapport à tous les déplacements ou les transports qu'on évite aux collaborateurs, c'est un pari gagnant, quoi. Attention quand même au droit à la déconnexion pour ne pas atteindre des burn-out, puisqu'effectivement, le sujet parfois, c'est le fait que certains ne déconnectent plus et du coup ont du mal à prendre du recul. Ce qui, ça peut être encadré aussi par la charte et des informatiques aussi. Ouais, typiquement, mettre aussi en place le fait de dire qu'on est occupé sur telle ou telle période, le fait de pouvoir se bloquer des temps de disponibilité pour éviter des sursollicitations, que ce soit sur Teams ou sur d'autres outils. C'est hyper important, ça aussi, de savoir se mettre un petit peu à distance ou mettre en pause. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit être dans l'immédiateté directement. Enfin, je veux dire, on doit être tout le temps dans l'immédiateté dans nos interactions. Il y a aussi le droit de réfléchir avant de répondre à une question. Voilà, il faut savoir mettre ces distances-là. Et en effet, il y a un problème de droit à la déconnexion qui doit être vraiment maîtrisé. Et ça, c'est tous ces points d'étape aussi dont on parlait qui pourront servir à récupérer un peu de feedback là-dessus. Parce qu'effectivement, certains salariés peuvent se retrouver aussi avec des points techniques où ils n'ont pas de connexion fluide pour pouvoir travailler. Donc après, il faut pouvoir avoir ce sujet-là. Mais par exemple, couper les serveurs le week-end, comme c'est fait parfois, ça permet d'éviter ce problème de droit à la déconnexion. On va peut-être. Donc, on avait prévu une vision sur les avantages et inconvénients. Je pense qu'on les a balayés. Donc, de toute façon, on vous enverra le support, donc vous pourrez y revenir. Les retours d'expérience, on l'a fait un petit peu. Si ça vous va, je vous propose qu'on se pose justement sur cette démarche un peu concrète en ouverture. Ça reprend ce que tu disais, Alexandra. L'idée, c'est de définir un peu l'objectif et d'identifier les besoins et les attentes avec les collaborateurs. Donc, de quoi ils ont besoin pour que ça se passe bien, de quoi ils ont envie aussi, et surtout, identifier aussi les contraintes organisationnelles. Donc, typiquement, on en parlait, c'est les jours imposés en présentiel pour le fonctionnement ou pour une certaine activité ou un certain moment, quand on est en clôture ou autre. C'est important de définir ce qui justifie ou non d'imposer du télétravail. Le fait du coup de mettre en place donc soit un accord d'entreprise, soit juste cette charte, du coup rédigée en co-construction pour donner des bases à tout le monde et surtout en cas un peu de conflit ou en tout cas de friction, c'est l'occasion d'être au clair sur tous les cas. Et également du coup de bien prendre en compte ce maintien de la culture d'entreprise. Donc faire évoluer son modèle, oui, mais tout en maintenant aussi son ADN et en s'assurant que tout le monde le comprenne bien, notamment pour les nouveaux arrivants. Et du coup, on parlait de points d'étape. Ce qu'on recommande aussi, c'est vraiment de faire des périodes de tests éventuellement ou de mettre en place progressivement et ensuite d'évaluer un petit peu ce qui a été fait. Se dire, voilà, ça fait 3 mois qu'on a mis en place ce système-là. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'il faut recalibrer ou changer? Donc voilà, ça c'est une démarche qui paraît assez saine et reprendre en tout cas ce que tu disais, Alexandra. Je ne sais pas si vous voulez réagir dessus, Mickaël et Gaël aussi. De toute façon, à partir du moment où on le fait en collaboration avec les collaborateurs et que ça naît d'une intelligence collective, c'est la recette du bon fonctionnement. C'est vérifier que tout le monde est en phase et faire que tout le monde participe à la mise en place des process et des méthodes de fonctionnement. C'est la meilleure façon de réussir. Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les managers. Le management doit évoluer et doit tenir compte des nouvelles pratiques. On est sur quelque chose de nouveau, avec des vrais risques inhérents. Et notamment, c'était très flagrant pendant le confinement, avec la prise de conscience vraiment présente qu'on vit pas tous le télétravail de la même façon. Et on est vraiment très différents par rapport à ça au niveau du ressenti. Et il faut être très très attentif à l'isolement qui peut être ressenti par les équipes. Donc il faut adapter, communiquer, adapter son management
et avancer en confiance. Et un dernier point là-dessus, ce que je pense aussi, c'est que là, on a beaucoup parlé de la mise en place au sein du cabinet, de la réflexion avec les collaborateurs au sein du cabinet. Faut penser qu'on est une profession qui rencontre les mêmes problèmes dans tous les cabinets et les mêmes choses à mettre en place dans tous les cabinets. Et il n'y a pas de raison d'hésiter à solliciter des confrères ou des consoeurs quand on sait qu'ils ont avancé sur le sujet ou qu'ils rencontrent les mêmes problèmes. Ça fait partie des sujets qu'on peut évoquer ensemble et sur lesquels c'est de la collaboration du coup inter-cabinet et puis en intra. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et le Club Tech est là pour ça aussi en fait. Super. Voilà. On a un petit peu dépassé. Je ne sais pas si on veut dire un mot sur les questions qui étaient restantes ou pas, Gaëlle. Je sais pas. Je pense qu'on a... Les questions, on y a répondu un petit peu au fur et à mesure par rapport à des solutions de process. On a parlé de Jocine Expert et ça a effectivement été relayé comme étant quelque chose qui a plutôt un apport positif. La notion des visas et de la signature des notes de révision, Alexandra a rebondi dessus et j'avais répondu dans les questions-réponses. Ouais, je pense à cette question. Les éditeurs sont de plus en plus performants pour nous aider à réfléchir à nos process et à la façon de mettre en place les circuits en fait des dossiers. Après, il y a des choses sur lesquelles on pourra pas agir, mais ça ni les uns ni les autres, c'est les problèmes de connexion à Internet et les coupures et où ça peut être intempestif. Et effectivement, là, ça fait partie des points technologiques à faire avec les collaborateurs pour vérifier qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, quoi. Je pensais à ces questions aussi qui avaient été posées en amont sur la réglementation et la réglementation. Il me semble que la charte de télétravail est déjà un bon sujet qui permet de définir le cadre juridique. Et puis, ce qu'il faut, c'est une charte informatique aussi de l'autre côté. C'est pour faire le pendant, mais juridiquement, comment l'encadrer juridiquement, le meilleur moyen, c'est un accord d'entreprise ou une charte de télétravail pour du coup définir un cadre. Alors, sachant qu'il y a des points particuliers auxquels il faut penser, et juridiquement, tout ça peut faire l'objet aussi d'un web meeting complémentaire de la part du Club Tech, mais il faut bien penser aux assurances aussi. Le fait que les salariés partent avec du matériel du cabinet, des dossiers du cabinet, sans revenir au cabinet, on n'est plus dans le cadre du déplacement chez le client. Il y a des notions d'assurance à leur domicile auxquelles il faut porter une attention particulière. Et puis voilà, le côté technique, technologique, c'est dans les questions tout à l'heure, il y a une consoeur qui disait qu'elle a entendu parler de collaborateurs qui ont été obligés de s'acheter eux-mêmes leur matériel pour faire du télétravail. Quand on sait qu'on est une profession qui a des problèmes d'attractivité et de recrutement, c'est quand même pas la meilleure façon de faire, quoi. Donc, la notion d'outil peut aussi faire partie des éléments différenciants pour un cabinet, quoi. Et ça, c'est aussi à noter dans la charte. Il faut quand même un minimum de matériel et de conditions matérielles dont on parlait pour que le travail puisse se faire. Tu parlais des scanners et autres. La charge n'est pas à être portée par l'employeur. Non, c'est par le cabinet. Au même titre qu'il faut bien penser aussi à sécuriser tous les échanges entre le salarié et le cabinet. C'est-à-dire, il suffit pas d'une box chez le collaborateur, il faut bien penser à mettre des portes d'entrée sécurisées vers les données du cabinet et à sensibiliser les collaborateurs au fait que c'est pas parce qu'on est à domicile et qu'on utilise le matériel du cabinet pour travailler et que malgré tout c'est notre connexion Internet, on fait pas de mélange professionnel et personnel sur les instruments de travail, quoi. Il y a quand même aussi toute une sensibilisation cybersécurité qui est bien à mettre en œuvre au niveau des collaborateurs. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, par exemple, c'est aussi sur la réglementation et les contraintes, sur le sujet du défraiement des collaborateurs, en fait, et comment vous l'appliquez chez vous. Alexandra, Mika, vous avez des éléments là-dessus ? Alors, il y avait un texte qui était passé qui disait que, je
crois que c'était 10 € par jour de télétravail, etc. C'est l'URSSAF, je crois. Voilà, ça c'est les plafonds pour être exonérés. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'obligation de l'employeur. Il y en avait avant, quand la charge de la demande en fait a changé, parce que avant c'était l'employeur qui pouvait proposer le télétravail et du coup devait dédommager en fait le salarié. Maintenant que le salarié a la faculté de demander et que l'employeur doit motiver pourquoi il met pas en place, en fait, du coup, cette inversion a fait que il y avait plus lieu d'indemniser forcément. Donc aujourd'hui, il y a cette faculté de pouvoir indemniser. Nous, concrètement, pour l'instant, on l'a pas mis en place. On a fait en sorte que, du coup, au niveau matériel, etc., tout soit mis en place dans les meilleures conditions, avec un peu une ergonomie de poste. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on n'a pas mis en place de défraiement supplémentaire lié au fait qu'un salarié était en télétravail. Ça peut peut-être évoluer, mais à date d'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Voilà. Il y a des choses en plus qui peuvent permettre maintenant d'éviter, entre guillemets, le défraiement. Si on fournit l'ordinateur, si on fournit la clé 4G, si on fournit tout, il n'y a pas lieu. Si on fournit la téléphonie, etc., il reste pas grand-chose, en fait, à défrayer, sachant que le collaborateur, quand il travaille de chez lui, il n'a pas les frais de déplacement jusqu'au bureau, quoi. Donc, nous, on a plutôt investi sur le matériel pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que le salarié puisse travailler dans les meilleures conditions comme s'il était au bureau. Michael, je sais pas. Nous, on a fait comme toi, Alexandra, au sein du cabinet, c'est-à-dire qu'on a porté vraiment une attention très particulière au matériel, justement parce que il faut absolument que le salarié puisse ne pas être gêné aussi bien effectivement pour scanner, pour échanger. Le matériel, c'est très très important. Il faut y apporter une attention particulière. Mais nous, on a décidé de ne pas défrayer les personnes qui sont en télétravail, comme on avait la possibilité légale. Donc voilà. Après, ce qu'il faut voir, alors je vois le coût pour le cabinet peut-être gênant lorsque le salarié travaille sur un poste fixe. C'est sûr qu'il faut prévoir quand même quelques postes des ordinateurs portables qui sont un peu volants, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que la personne qui est en télétravail et qui a un poste fixe au cabinet, soit sinon c'est revoir le parc et mettre tout le monde à un moment donné en ordinateur portable pour qu'il y ait plus cette notion-là, quoi. Donc après, alors il y a un autre aspect qui est possible, c'est de faire ce qu'on appelle des terminaux passifs avec un système de session à distance, en fait. On travaille sur les serveurs et pas sur l'ordinateur en lui-même. Et du coup, les postes qu'on qualifie de passifs, qui seraient au cabinet comme un poste fixe, en fait, coûtent beaucoup moins cher, puisqu'ils servent juste à se connecter à un serveur qui, lui, a toutes les capacités de travail. Donc, ça peut être une solution. Ça s'appelle les sessions TSE. Pour Pierre Jouy qui a posé cette question, voilà, une session TSE peut être la solution qui fait qu'on a un poste fixe au cabinet qui coûte moins cher au niveau du matériel et qui du coup peut se connecter exactement de la même manière sur un ordinateur portable après qui serait volant comme le dit Alexandra. Oui, RDS, TSE, toutes les terminologies amènent à la même solution. Ok. Il faut être flexible et mobile quel que soit le sujet qu'on travaille, en fait. Parce qu'il faut quand même penser que pour le client, au final, ça doit quand même être transparent, hein, tout ça. C'est un mode d'organisation, mais le lien avec le client doit se maintenir. Donc, il faut créer une possibilité d'être flexible sur tous les points. C'est un investissement de départ, en tout cas, c'est sûr. De temps et pour du matériel éventuellement. Ok. Bon, moi, je pense que... Eh ben, très bien. Du coup, par rapport à... Donc, ouais, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a le livre blanc qu'on a fait avec Gaëlle, que vous pourrez aller télécharger. Voilà. On espère que ça vous a permis de mettre des bonnes bases, ou en tout cas une bonne grille de lecture et de cadre sur le télétravail. Je te laisse conclure, Gaëlle. Eh bien, pour conclure, c'était le premier web meeting du Club Tech. On envisage d'en faire d'autres et de manière plus régulière, tout simplement parce qu'on pense que ça peut faciliter aussi
le fait que certaines personnes suivent les sujets qu'on va proposer. Peut-être plus facile de le faire en web meeting qu'en présentiel, en fait, comme nous le proposions avant avec des demi-journées sur Nantes ou sur Angers. Donc, suivez bien les réseaux pour savoir ce qu'on proposera par la suite. Dans les sujets envisagés, il peut y avoir justement le côté juridique du cadre du télétravail et les aspects techniques, et puis d'autres sujets à venir, peut-être plus technologiques, liés à, par exemple, la blockchain, la data, la business intelligence et autres. Comme tout le monde nous souhaite de bonnes vacances et nous remercie, nous vous remercions aussi de nous avoir suivis. On vous souhaite aussi de bonnes vacances. Merci, bonnes vacances à tous. Je pense qu'on en a tous besoin. Et merci à nos intervenants, Alexandra, Mickaël et Justine, pour leur participation. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.